Cultination, bonjour. Le complotisme est une théorie qui a bien existé avant notre ère. Elle semble avoir définitivement traversé les siècles et continue de faire effet. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présenterons ici plusieurs théories de complot jugées dangereuses au travers de l'histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes un amateur de découvertes, d'archéologie et d'espace, nous vous recommandons Agora, notre seconde chaîne dédiée à cet effet. Bon visionnage. Commençons par le complot contre le roi Ramsès III. Nous sommes en Égypte en 1155 avant Jésus-Christ. Vous vous imaginez bien qu'à cette époque, les pharaons étaient des êtres intouchables, impénétrables, décisionnaires et dont les décisions restent indiscutables. Les pharaons étaient des hommes entourés d'or et installés dans les palais sécurisés avec des domestiques, esclaves, à leur service. Ils sont les maîtres de la cité et du royaume, disposant de nombreux ouvriers pour des travaux d'architecture nombreux. Ce détail concernant les ouvriers est très important, car c'est l'une des clés de l'affaire du complot sur le roi. Mais nous y reviendrons. L'histoire se déroule en 3 étapes si l'on peut ainsi dire. Il y a d'abord eu le complot, la fête et l'attentat, puis le jugement. Parlons du complot en soi d'abord. Ramsès III était un vieux roi ayant régné pendant environ 3 décennies. La fin de son règne s'approchant, Ramsès ne voit que son fils, qu'il a eu avec sa première femme, pour lui succéder. Malheureusement, cette désignation héréditaire ne plaît pas à l'une de ses épouses secondaires, qui préférait voir son fils, Pentaouret, accéder au trône. Certaines traductions appellent cette femme Taïa et d'autres Tilly. Nous utiliserons Tilly pour la désigner. Ainsi, voir son fils accéder au pouvoir était la seule obsession de Tilly. Le contexte pour un coup d'état contre Ramsès III était donc favorable en raison des revendications des ouvriers qui se plaignaient de la vie de luxe que se tapait le pharaon. Ceux-ci réclamaient leur argent car ils ne sont même plus payés. Et c'est d'ailleurs par ce refus que nous assistons à la première grève connue de l'histoire. Bien évidemment, les ouvriers ont eu la brillante idée de refuser de travailler et de protester contre le pharaon. Alors pour Tilly, il fallait placer son fils pour satisfaire tout le monde. Un coup d'état précédé d'un complot. Le plus difficile à savoir, c'était si la reine Tilly avait eu toute seule l'idée ou que cela lui avait été soufflé par quelqu'un. Tout compte fait, c'est dans ce complot qu'on découvre l'autorité que possède Tilly sur les gens du palais, mais aussi sur les gens du harem dans lequel Tilly était. C'était une femme intelligente et charmeuse, qui n'hésite pas à user de son charme pour arriver à ses fins. Parmi les conjurés, on retrouve des souverains, des militaires, des officiers, des hauts fonctionnaires comme le trésorier et même un prêtre. Peu à peu, les membres augmentent, allant même jusqu'à toucher la famille et d'autres proches. Le complot va jusqu'à dans les provinces où des rebelles sont chargés de créer des troubles. Mais tout ce complot est mis en place en raison de la sécurité qui entoure le pharaon. Il est aussi important de savoir qu'à cette époque, il n'était pas facile d'approcher le pharaon. Le plan est donc simple, tuer Ramsès III au cours d'une nuit passée dans le harem. Cela devrait se dérouler après une fête qu'on appelle la fête de la vallée. La fête est le jugement. On décrit brièvement la fête qui devait précéder l'assassinat du roi. On rapporte qu'au cours de cette festivité, les membres de la cour se donnent à la danse dans les effluves de parfums et des odeurs de cuisine. On remarque des gens vêtus de longs pagnes et des femmes couvertes d'un soutien-gorge perlé et des musiciennes au service du roi qui est lui vêtu d'un voile léger. Toute cette effervescence se déroule dans l'opulence et la luxure qui caractérise le palais royal. Après cette fête, et tard dans la nuit, devrait être mis en exécution le complot de la reine Tilly. Le mystère avec ce complot est qu'on ne sait pas réellement si Ramsès III a réellement été tué cette nuit-là. Mais d'après les documents parvenus de l'Égypte antique, la tentative est déjouée et une trentaine de personnes sont condamnées. Une partie de ces documents révèle également le procès et le destin des accusés. D'après ces documents, Ramsès, le fils, se fait avocat accompagné de 12 hommes fidèles qui auraient été choisis par son père. Rien d'assez clair n'est révélé par rapport au jugement des accusés. Quant à Tilly, son sort reste inconnu. Cependant, la dernière trace qu'on voit d'elle est une prière sur des papyrus ou sur les parois du temple Ramsès III. Sa prière est de n'être jamais séparé de son fils Pentaouret en disant « Nous désirons reposer ensemble, Dieu ne peut nous séparer, je ne t'abandonnerai pas, ensemble nous irons au pays d'éternité ». Malheureusement, la momie du roi Ramsès III est restée longtemps introuvable, mais finalement découverte à la fin du 19e siècle dans une cachette. Après analyse du reste de la momie, aucun traumatisme n'a été révélé lors d'une radiographie pratiquée dans les années 1960. Plusieurs questionnements surgissent et on se demande quel a été réellement son sort. À cela, un expert, ou si vous voulez, un spécialiste des momies, vient apporter de la lumière.
En effet, il s'agit du spécialiste allemand Albert Zink, qui a été rendu célèbre pour avoir percé le mystère d'Ötzi, connu sous le nom de l'homme des glaces. Avec l'aide d'autres experts, notamment Zahi Hawass, un ancien responsable du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, l'Allemand a soumis la momie du pharaon à une technique d'imagerie médicale en 3D très poussée appelée la tomographie par ordinateur. L'autopsie numérique révèle une blessure grave à la gorge juste en dessous du larynx qui fait environ 70 mm de large et qui s'étend jusqu'aux os. D'après le rapport des experts, la trachée a été coupée à l'aide d'un couteau tranchant ou un objet avec les mêmes caractéristiques. Cette plaie a provoqué inévitablement la mort de Ramsès III. Les spécialistes retrouvent également dans la même cachette que Ramsès III une autre momie qui serait celle d'un homme de 18 ou 20 ans, enveloppé dans des bandelettes, des peaux de chèvre qui seraient une manière rituellement impure. Ce serait une punition infligée à Pentaouret, un fils rebelle qui aurait été contraint au suicide, une façon de lui interdire une vie après la mort. La conspiration de 5 mars. Pour ceux qui aiment l'histoire, vous connaissez sans doute l'histoire du cardinal Richelieu et de 5 mars. L'affaire se déroule en 1642, année de la conspiration orchestrée contre le cardinal Richelieu. Plus besoin de le redire, ce complot devrait sonner la fin de celui-ci. Malheureusement, vous découvrirez bien assez tôt que tout ne se passe pas comme il avait été espéré. En effet, le cardinal Richelieu, qui était le ministre principal de Louis XIII, a collectionné des ennemis. Mais la confiance du roi et un nombre innombrable d'espions l'ont toujours préservé des nombreux complots et tentatives pour lui venir à bout. Après des années passées aux côtés du roi, le cardinal développe une excellente acuité à détecter toute menace. Il est très observateur des relations que le roi peut tisser et n'hésite pas à proposer lui-même au roi des gens de confiance. C'est dans cet élan qu'il pousse vers le roi un jeune homme de 22 ans du nom de Henri Coëfière, de rusé, défiat, marquis de 5 mars, en espérant que celui-ci devint le favori du roi. Ce qui fit d'ailleurs une réussite puisque le roi ne pouvait plus se passer du jeune homme. Le jeune marquis empilera des titres en titres jusqu'à devenir grand écuyer. Le roi Louis XIII se liait d'une amitié passionnée avec le jeune et tout semble mieux aller pour le jeune grand écuyer. Malheureusement, dans l'exercice de ses fonctions qui lui pèsent tant bien que mal, 5 mars va s'enorgueillir. Une chose normale pour son âge à l'époque. Mais chose plus dérangeante encore est que l'intérêt que le roi avait pour lui n'était pas partagé. Son orgueil va le pousser naturellement à en demander de trop. Il tombe sur le charme de la princesse de Mantoue Marie de Gonzague, l'une des plus riches fortunes du royaume et d'un rang beaucoup plus élevé que le sien. Dans son ego et pensant pouvoir obtenir tout ce qu'il veut, 5 mars réclame donc au cardinal un titre de duc qui lui permettrait d'épouser la princesse. Malheureusement, le cardinal refuse et s'oppose donc au mariage. 5 mars est alors déçu, rejoint le camp des ennemis et s'oppose donc à Richelieu. Tous ceux qui envisagent de comploter contre la couronne se rallient donc à la cause de 5 mars. Parmi eux, le frère du roi Gaston d'Orléans qui ne cesse de conspirer contre lui, le duc de Bouillon qui était impliqué dans un complot contre le cardinal, le marquis de Fontrailles et l'ami d'enfance de 5 mars, François-Auguste de Thou, un jeune conseiller au Parlement. En bref, un camp ennemi avec un recrutement assez solide. Mais rappelons-le, pendant cette période, la France est engagée dans la guerre de 30 ans. Cette guerre va jouer un rôle, parce que à la base, le pays est allié à la Suède et aux Allemands qui combattent l'Espagne et le Saint-Empire. Aidé par la reine Anne d'Autriche, le marquis de Fontrailles négocie avec Philippe IV d'Espagne. Comme contrepartie d'une aide militaire espagnole, pour assurer le succès de la conjuration, Gaston, le frère du roi, s'engage à signer la paix et à abandonner les alliances qui existaient. La France renoncerait donc à ses alliances avec la Suède et les princes de l'Empire allemand. C'était une manière d'offrir gratuitement la victoire à l'Espagne. Des forces armées espagnoles sont déployées à Sedan, prêtes à intervenir. Le deal était que Philippe IV fournirait 12 000 fantassins, 6 000 cavaliers, 400 000 écus pour payer la solde d'une armée levée en France et une garnison pour Sedan. En 1642, lorsque la cour se retrouve à Lyon, il était prévu que les comploteurs s'emparent du cardinal Richelieu et de le tuer. Malheureusement, quand 5 mars rencontre le cardinal, celui-ci était accompagné du capitaine des gardes et le marquis ne peut agir. Une déception pour lui car le pire arrive. Alors qu'il manque son coup, quelque temps après, une de ses lettres contenant le traité avec l'Espagne fut interceptée par la police du cardinal. À ce moment, le cardinal se trouvait à Arles le 11 juin 1642.
D'après les rumeurs, c'est Anne d'Autriche qui fut à la base de cette malheureuse interception. Bon, malheureux pour 5 mars bien sûr. Ainsi, le cardinal apprend le complot qui se trame contre lui. Une forte déception pour le roi Louis XIII, qui aimait tant le marquis et dont la santé se dégradait malgré son âge peu avancé. Louis XIII fut contraint et se laissa convaincre de signer l'arrestation de 5 mars. Bien évidemment, tous les comploteurs furent arrêtés. Gaston d'Orléans, pour sauver sa peau et obtenir le pardon du roi, décide de dénoncer tous ses complices et avoue tout. Sacrément culotté ce prince. Il sera laissé mais perd ses droits de régence du futur Louis XVI. Le coup paraissait plus dur pour le roi, en voyant le nom de son ami tant aimé au point où il demandait si on n'aurait pas mis le nom de 5 mars à la place d'un autre. Le cardinal choisit Lyon pour le procès. Mais avant, 5 mars aurait tenté de s'évader et a été transféré de Montpellier en carrosse entouré de 6 gardes. C'étaient des nobles. Il était impossible de les transporter comme de vulgaires prisonniers. En raison de la célébrité du marquis, il y avait une foule immense le jour du jugement. Malheureusement, le bourreau professionnel qui était chargé des exécutions s'est cassé la jambe et on a dû faire appel à un boucher. Je vous laisse imaginer le massacre et l'horreur que cela a été. Après cette exécution, le roi meurt quelques mois après, le 4 décembre 1642, et le cardinal le suit dans la tombe 5 mois plus tard, le 14 mai 1643. Le coup d'état au Chili. Cette fois, nous voyageons vers une époque plus contemporaine. Enfin, pas tant que ça. Nous sommes en effet en 1973, où un coup d'état militaire fomenté par le chef d'état-major de l'armée en la personne d'Augusto Pinochet a permis de renverser le président chilien en exercice, le docteur Salvador Allende. Pour l'historique, Salvador Allende, un médecin de fonction, est élu président en 1970. Son ascension au pouvoir s'est faite par l'Union populaire, une coalition de partis de gauche allant des communistes jusqu'aux chrétiens de gauche. À la base, le médecin n'avait pas la majorité des voix. Le Congrès a arbitré en sa faveur. Malheureusement, les États-Unis qui préféraient un autre candidat conservateur en la personne d'Alessandri Rodriguez ont fait pression pour que l'homme soit élu. Le Congrès ne s'oppose pas à ce que Rodriguez accède au pouvoir. Mais en dehors du fait que Allende ait accédé au pouvoir en arrivant en tête des élections, la rue, les populations manifestaient clairement leur intérêt pour le candidat de l'Union populaire qui est le docteur Salvador Allende. En clair, le Congrès le choisit par dépit et lui reste défavorable. À ce moment, la CIA fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher cette investiture, mais c'est un échec. Allende a été élu sur un projet socialiste réformiste. Ainsi, il avait pris des mesures économiques et sociales radicales comme la nationalisation des entreprises étrangères, une réforme agraire qui ont fait frémir une partie de la population et même les États-Unis. Cela donnait l'impression de basculer vers une évolution de type cubaine. Les Américains qui n'ont jamais voulu de lui au pouvoir sont amenés à utiliser leur arme favorite, c'est-à-dire faire basculer l'économie. De ce fait, les entreprises américaines présentes au Chili refusent les nationalisations et financent les grèves et les oppositions. Très tôt, les difficultés économiques du pays et la montée du mécontentement face à cette tentative de révolution sociale favorisent l'éventualité d'un coup d'État. Salvador Allende accepte alors la tenue d'un référendum sur sa politique économique, mais il est renversé le jour de son annonce. Triste. Il refusa de fuir son pays et a lu aux Chiliens son dernier discours depuis le palais présidentiel, le Palacio de la Moneda bombardé. Un discours qui est devenu un testament par la suite. Malheureusement, Allende se donne ensuite la mort d'une balle dans la tête. Un sort bien assez triste, car il aurait pu simplement abandonner le pouvoir. Pour lui, il a été choisi par le peuple et il ne quittera pas le pouvoir. Une loyauté louable, mais qui l'a très vite mené à sa perte. La répression est immédiate et touche des milliers de militants de gauche et de syndicalistes suspectés de marxisme. Certains sont emprisonnés dans le stade de Santiago et beaucoup disparaissent dans des conditions non élucidées ou sont contraints à l'exil. Pinochet devient alors le président de la République à partir de décembre 1974 et persécute ses opposants de gauche à l'aide d'une féroce police politique. Rappelons qu'il accède au pouvoir sans élection. Dans cette répression du régime, entre 1973 et 1976, on rapporte que le nombre de victimes et de disparus se situe entre 3000 et 4000 personnes. Une estimation faite par les historiens eux-mêmes. Pinochet se maintint au pouvoir jusqu'à son échec, lors du plébiscite présidentiel d'octobre 1988. Il est alors contraint d'accepter la tenue d'élections libres en décembre 1989. Il quitte le pouvoir en janvier 1990, mais reste ensuite commandant en chef de l'armée jusqu'en 1988, où il devint sénateur à vie.
Malheureusement pour lui, il est arrêté le 16 octobre de cette même année au Royaume-Uni suite à des plaintes déposées pour disparition d'opposants politiques. Un long procès d'extradition s'engage alors et aboutit à son retour au pays en mars 2000. Pinochet, retiré de la vie politique, a alors dû se défendre au cours de différents procès qui, après avoir traîné en longueur en raison de son état de santé, n'ont abouti à aucune condamnation. Il est mort le 10 décembre 2006 sans avoir été jugé. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si le contenu vous a plu. Surtout n'hésitez pas à faire un tour sur notre seconde chaîne Agora pour plus de découvertes. A bientôt pour plus de nouveaux contenus encore plus intéressants sur Cultination.